Bienvenue sur Heure Sup, c'est le podcast qui donne la parole sur le monde de l'orientation et le choix du métier. C'est l'heure des actualités. C'est l'heure des actualités. C'est l'heure des actualités. Quelles sont les actualités dans le monde de l'orientation et de la découverte métier? Nous sommes le 15 janvier 2025 aujourd'hui. C'est la première du podcast Heure Sup où vous êtes actuellement. Mais c'est également le premier jour de l'ouverture de la plateforme Parcoursup pour la phase de formulation des vœux qui a lieu jusqu'au 13 mars. Alors si je devais donner un petit conseil pour la phase de formulation des vœux, déjà c'est de ne pas se presser puisque vous avez effectivement jusqu'au 13 mars et d'aller faire les curieux, d'aller découvrir des métiers, d'aller vous renseigner pour voir si ce sont des choses que vous voulez faire, parce que avoir une fac, avoir l'université et faire les études qu'on avait envisagé de faire, c'est pas toujours le métier qu'on va faire plus tard ou qu'on voulait faire, parce que parfois on a des influences de la part du corps enseignant, de la part des parents, de la part des gens qui nous entourent, et on ne s'écoute pas vraiment soi, donc écoutez-vous. Allez découvrir, allez poser des questions, venez regarder mes contenus si j'ai testé les métiers que vous envisagez et prenez le temps pour faire votre formulation des vœux. Depuis le 1er janvier 2025, la baisse des aides à l'alternance, c'est-à-dire que les PME vont recevoir 5 000 € au lieu de 6 000 € et que les grandes entreprises n'auront plus que 2 000 €. J'ai pas envie de faire la nana pessimiste, mais c'était déjà compliqué pour les jeunes de trouver une alternance. Vous savez pas le nombre de fois où on est sollicité, entreprises et même auto-entrepreneurs, pour prendre des personnes en alternance. Alors là, avec la baisse des aides, ça risque de devenir encore plus compliqué, donc bon Hunger Game à tous les futurs alternants. Dernier fait qu'on ne peut pas oublier de mentionner en ce début d'année, c'est bien évidemment l'affaire Body Minute et l'influenceuse Lorraine. Alors pour rappel, Lorraine a eu un passage un peu chaotique dans l'enseigne Body Minute, elle en a fait une vidéo humoristique parodique, et 2 ans après, elle se retrouve assignée au tribunal par la marque Body Minute, suite à quelques petits harcèlements de leur part, on va dire, pour faire supprimer la vidéo, puisqu'ils estiment qu'elle diffame la marque. Alors, je ne vais pas prendre position là-dessus, mais ce que je voudrais retenir là, c'est que, en fait, un scandale comme ça ternit pas juste l'image d'une marque, ça ternit pas juste une entreprise, ça ternit en fait toute l'image de la profession. C'est-à-dire que le métier d'esthéticienne, qui est déjà un métier pas forcément valorisé, où en général c'est une sorte de voie de garage pour les nanas ou pour les personnes qui sont nulles en maths, où on va pas faire tous les stéréotypes parce que de toute façon on a juste envie de les exploser, ce scandale, ça te donne encore moins envie de devenir esthéticienne. Et ça donne aussi une mauvaise image de la profession. T'as pas envie d'aller chez l'esthéticienne. Tu vas te dire, oh, je vais acheter mes bandes de cire et je vais le faire moi-même. Bon, mauvaise idée, disclaimer, aller chez l'esthéticienne parce que à faire soi-même, ça fait mal. Et on pleure encore plus. Bref, s'il vous plaît, les entreprises, il n'y a pas que vous. Pensez à votre profession. Pensez à ce que les gens vont penser de votre profession. Faites-y attention. On y tient à notre métier. L'agence d'attractivité des métiers, c'est quoi? Eh bien, je me suis lancé le défi d'aller tester tous les métiers avant la retraite pour créer du contenu vidéo et podcast et révolutionner l'orientation professionnelle. L'objectif, c'est à la fois de vous montrer la réalité des métiers et de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez faire votre choix en conscience et en connaissance de cause, mais également vous faire découvrir tous les métiers que vous ne connaissez pas et que vous ne soupçonnez pas, puisque quand on ne sort pas de sa zone de confort, eh bien, on ne découvre que les métiers de sa famille, de son entourage et des lieux qu'on fréquente, soit, 15 à 50 métiers pour les plus chanceux, alors qu'il existe 11 700 métiers répertoriés par France Travail et 80% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore. Donc mon job, c'est de vous faire découvrir tous les métiers. Super cool. Sans plus attendre, on passe à la chronique ciné-métier. Alors un ciné-métier, c'est quoi? Ciné-métier, c'est analyser un film ou une série à travers ce que ça nous dit sur les métiers qui sont présents dedans, parce qu'effectivement, on est baigné par les séries, par les films, et en fait, ça nous construit une image sur ces métiers, une image qui est parfois très juste, mais qui est parfois excessivement injuste. Je vais prendre un exemple tout simple. Archéologue, je suis désolée, ce n'est pas être Indiana Jones. Archéologue, ce n'est pas être un aventurier. Alors effectivement, on fouille, on trouve des trucs super sympas, mais on n'est pas poursuivi par des méchants en permanence. Voilà, c'était le petit exemple. Aujourd'hui, le ciné-métier, c'est sur la série Netflix La Brea. Spoiler alerte, si vous ne l'avez pas encore regardé, zappez et passez tout de suite à la chronique parce que je risque de spoiler certains éléments qui peuvent être importants dans la compréhension de la série. Seconde spoiler alerte, c'est que c'est une série avec des scènes violentes, avec des scènes qui peuvent être traumatisantes. Donc si vous n'avez pas 18 ans ou si vous êtes sensible, passez cette chronique également et ne regardez pas forcément la série. En revanche, si ce n'est pas le cas, bienvenue dans la chronique ciné-métier La Brea. La Brea, c'est quoi? Eh bien, c'est une série Netflix où, dans la ville de Los Angeles, un gouffre inexplicable s'ouvre mystérieusement sous la ville de Los Angeles.
entraînant avec lui des centaines de personnes, des bâtiments dans ses profondeurs. Ceux qui sont tombés dedans se retrouvent dans un monde primitif, mystérieux et dangereux et vont devoir s'unir pour pouvoir survivre. Que penser du point de vue des métiers ? Eh bien, certains métiers et certaines compétences se retrouvent être plus utiles que d'autres dans un monde où plus rien ne fonctionne. Plus d'électricité, plus de réseau, plus de smartphones, plus d'eau courante, plus de voitures, plus d'abris, plus de moyens de se chauffer et même pas d'endroit pour aller faire la grosse commission. Les journalistes à la surface n'ont absolument aucune info alors que ce sont des personnes toujours à l'affût de la moindre info croustillante. Et étonnamment, dans cette série, on n'a pas de journaliste un peu chiant qui a envie d'aller chercher le pourquoi du comment et qui veut absolument savoir. Les journalistes sont devenus complètement inexistants dans la série. C'est donc Sophia qui prend ce rôle de vouloir savoir ce qui s'est passé et de découvrir la vérité. Sophia, c'est la directrice scientifique du département de la sécurité intérieure et c'est elle qui doit prendre la parole devant tous les journalistes et la population complètement terrifiée pour faire le bilan de l'accident. Et concrètement, c'est un métier super frustrant. Elle a dit à la presse ce qu'il voulait entendre et elle a menti aux familles. Et au fond d'elle, elle a envie de savoir réellement ce qui se passe à l'intérieur et je vais citer le passage. « Nous sommes sur le point de faire la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Nous avons le devoir d'aller explorer ce qui se cache derrière cette lumière. » Donc lumière qui est en bas du gouffre de la Bréa, pour rappel. Ce à quoi on lui répond gentiment d'aller se faire « Nous sommes tous d'accord là-dessus, professeur Nathan. Mais non, nous ne pouvons pas autoriser une mission d'exploration tant que nous ne savons pas exactement ce à quoi nous avons affaire. » Les gars, y a pas un souci. Si tu veux savoir à quoi tu as affaire, tu dois justement explorer. Et donc si tu veux pas faire la mission d'exploration parce que tu veux savoir ce à quoi tu as affaire, c'est le serpent qui se mange la queue en fait. Donc en gros, on vient te dire non merci, au revoir, rentre chez toi. Ils demandent des éléments concrets à leur montrer alors que si tu vas pas explorer, tu n'en as pas. C'est un peu le côté administratif, même si là c'est pas de l'administratif directement, il y a un petit côté administratif. On a un de nos personnages principaux qui est Gavin, c'est un ex-pilote de l'armée réformé pour instabilité psychologique suite au crash de son avion de chasse, qui donc n'a plus le droit de piloter et n'a plus le droit d'être dans l'armée tout simplement. Chose qu'on peut comprendre, puisqu'effectivement, si tu es complètement instable là-haut, ça peut être très dangereux de planter un avion qui vole aussi vite. Levi, c'est le meilleur pote de Gavin. Il est également pilote dans l'armée, sauf que lui n'est pas réformé puisqu'il n'est pas encore en état instable psychologique. C'est à lui qu'on va demander de descendre dans le gouffre parce qu'effectivement, on a eu l'autorisation d'aller explorer. Miracle! Savoir piloter, c'est bien, c'est une super compétence, on va pas se le cacher, mais savoir réparer son avion, c'est bien aussi, parce que quand tu te crashes et que tu es dans un monde primitif, il faut faire avec les moyens du bord qui sont inexistants. Les gars, à l'époque, quand ils ont inventé les avions, ils étaient pas juste pilotes, ils étaient pilotes et mécanos, puisque c'est eux qui les ont créés, les avions. Aujourd'hui, tout est divisé. T'as les pilotes, t'as les mécaniciens, t'as les ingénieurs, etc. Et donc, quand tu te retrouves dans un monde privé de tout, eh bien, c'est la misère. Sam, un personnage ultra important parce qu'effectivement, oui, quand t'es médecin chirurgien, eh bien, tu es utile dans un monde de survie où tout le monde se fait attaquer de tous les côtés, où tout le monde finit blessé et où les gens ne font pas attention. Parce qu'on est tellement habitué à notre sécurité moderne qu'on fait pas attention à des choses élémentaires. Sauf que être un médecin, c'est bien. Mais il faut éviter de se blesser soi-même et d'être en incompétence totale de pouvoir soigner les autres. Parce que si tu peux plus soigner les autres, tu sers plus à rien. Et malheureusement, un médecin sans matériel, sans médicaments, puisque forcément il n'y a plus d'hôpitaux, c'est pas hyper utile. Donc il faut réussir à trouver des choses pour pouvoir soigner les gens, malgré le fait que t'as rien sous la main. L'avantage d'être médecin aussi dans cette série, c'est que si tu trouves miraculeusement une ambulance remplie de matériel, toi au moins tu sais reconnaître ce dont tu as besoin, parce que va demander à quelqu'un qui n'est pas du corps médical de te ramener un trocard ou tel médicament, pour eux s'il n'y a pas les emballages ou si c'est pas écrit dans leur langue, ça ressemble tous à des Smarties et ils ont tous la même gueule. Après ça, on a Riley, sa fille, qui est étudiante en médecine et qui avait abandonné parce qu'elle ne trouvait pas de sens à ce qu'elle faisait comme étude. Et oui, ça arrive. Alors c'est quand même con d'abandonner en 5e ou 6e année plutôt qu'en première année. Et en fait, miraculeusement, suite à cette aventure qui lui sert de stage pratique sur le terrain, elle se rend compte que oui, c'est utile son métier et que oui, elle a envie de continuer parce que ça y est, elle a compris, elle a expérimenté, elle a compris à quoi elle était utile dans la vie. À la surface, il y a donc Sophia, notre directrice scientifique de la sécurité interne, qui fait tout pour aller explorer, et on a Adam Markman. Adam Markman, c'est le gars de la sécurité intérieure, c'est le boss de Sophia. Et c'est un peu le gros rabat-joie. En gros, t'as l'impression que c'est un mec sans cœur qui s'en fout, qui est potentiellement des survivants en bas, puisque lui, la seule chose qui l'importe, c'est de ne pas perdre sa carrière, son boulot. Puisqu'effectivement, la moindre erreur peut lui coûter sa place. Alors, on comprend que tu sois sur un siège éjectable, mec, mais par contre, quand t'as potentiellement des survivants, tu vas les chercher. C'est lui qui prend les grosses décisions. Sans lui, tu peux rien faire. Donc, c'est lui qui va décider d'envoyer le gros avion pour faire une tentative de sauvetage.
C'est lui aussi qui décide de fermer ou non, ou de faire évacuer ou non une ville. Et faire évacuer une ville sur des choses non fondées et prendre de tels risques, eh bien parfois ça plaît pas aux autorités. Et donc c'est là que tu as une place qui est un réel siège éjectable. Mais en même temps, si tu prends pas de risque, tu n'as pas de gloire. Si tu n'as pas de gloire, bah ton job, tu peux le perdre quand même aussi. Parce que si on peut te reprocher d'avoir fait une chose, on peut aussi te reprocher de ne pas avoir fait une chose. On a le professeur Chen qui est lui bien tranquille en haut à la surface dans la bonne période et bien au chaud puisque c'est le directeur du département de paléontologie de UCLA. Expert capable de dater des objets au carbone 14. Les gars sont capables de te dire quel âge a un vieux machin. Professeur qui nous cite quand même: désolé, je suis un homme de science, pas de science-fiction. Mais le gars, il est quand même vachement tenté de savoir s'il y a une découverte de ouf à faire. Un truc historique, tu vois, un truc jamais vu pour avoir son nom en grosses lettres. Découvert par le professeur Chen. On va continuer sur le côté paléontologie, puisqu'on a un étudiant en paléontologie parmi nos survivants dans le gouffre de la Bréa. Et c'est vachement utile. Alors au début, t'as l'impression que c'est un mec complètement paumé dans la vie qui vit sur une autre planète, pour d'autres raisons que son métier. Mais il s'avère relativement utile pour des détails. Par exemple, comme il a étudier comment ça se passait avant, et bien c'est un peu un expert de la période dans laquelle t'es tombé. Il connaît les accidents qui se sont passés à cette époque, de ce qu'on a réussi à trouver avec les fouilles, bien évidemment. Donc il sait te dire qu'il faut empêcher ces 3 chameaux ou dromadaires, je me rappelle plus du nombre de boss, de foncer dans la nappe de goudron parce qu'ils vont y mourir, puisqu'on a retrouvé leurs cadavres et leurs ossements en faisant des fouilles à notre époque. Et donc c'est le genre de choses un peu merdiques qui peut arriver. On a Maribès. Maribès, c'est un personnage qu'on adore détester au départ. Elle est policière. Alors, essayer de faire sa loi quand tu tombes dans un gouffre, dans une époque complètement lointaine et où il n'y a aucune juridiction, c'est un peu compliqué. Par contre, je dois avouer que savoir se servir d'une arme à feu et l'avoir sur soi quand on tombe dans un monde avec plein de vilaines bébêtes qui t'attaquent, c'est très utile. On a aussi Tai qui est un psychologue. Bon, alors lui, on voit pas beaucoup son métier en action. Sauf à un moment donné, il essaie de convaincre une jeune fille de lui donner des infos qu'elle n'a pas voulu donner parce qu'elle est un peu traumatisée par d'autres éléments, si je puis dire. Et là, il est super malin parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait de quoi faire un jeu sportif dans un coffre d'une des bagnoles qui est tombée. Et donc, d'utiliser cette technique pour pouvoir faire une approche et avoir les informations au final qu'il souhaite. C'est un métier qui aurait pu être important si les autres avaient voulu se confier à lui, s'ils avaient connu l'intitulé de son métier, parce que je pense que quand tu tombes dans une faille spatio-temporelle comme ça et que tu te retrouves à l'époque des mammouths, ça va pas bien dans ta tête. T'as besoin de parler à quelqu'un. On a Ella à la surface. C'est une artiste torturée qui fait des sculptures, qui fait des peintures et qui aime rester seule et isolée du monde et qui crée des trucs qu'elle perçoit dans des visions. Ça fait un peu le stéréotype de l'artiste en transe, tu sais, qui a pris une substance un peu chelou pour avoir de l'imagination. Et pour finir, on a Rebecca et Silas. Alors Rebecca et Silas, c'est les scientifiques fous. Des gens blindés de thunes qui font leur coup en scred, qui vont jusqu'à privatiser des terrains pour aller faire leurs fouilles archéologiques juste au bord du gouffre. Et en fait, je ne vous spoile pas, mais ils ont un rôle important là-dedans. Voilà, c'était la chronique sur la série Netflix La Bréage. Sans plus attendre, on accueille Aurélie, mon invitée, pour la chronique sur le thème du cancer du sein. Quel est l'impact d'un cancer sur ta recherche de métier? Oui, je suis Aurélie, j'ai 39 ans et je travaille comme responsable de comptoir sur la région de la Normandie, plus précisément à Caen. Quand tu as eu le diagnostic de cancer du sein, quel métier exerçais-tu? Alors j'étais chef caisse depuis quelques mois. Est-ce que ça a eu un impact, le diagnostic justement du cancer du sein, sur ton métier? Oui, totalement. Le fait de devoir faire la chimio, les opérations, la radiothérapie, je pouvais plus pratiquer en fait mon métier. Donc j'ai dû être en arrêt pendant 3 ans. Et justement, quels sont les symptômes du cancer et également du traitement? Alors, on va dire que c'est plus lié par rapport à la chimiothérapie dans un premier temps, puisque c'est ce que j'ai fait au début, où ça va être des nausées, mais ça va être aussi des douleurs très intenses. Une impression en fait qu'on te brise les os. Quelles sont les conséquences du cancer et du coup du traitement? Déjà, c'est une acceptation au départ, quand on l'apprend, tout simplement. Je n'ai pas eu peur en fait d'apprendre que j'ai eu le cancer, car mes 2 parents sont morts du cancer. Et pour moi, c'était quelque chose qui devait arriver forcément en fait chez moi. Donc, quelque part, en fait, je me suis préparée déjà à l'avance. Et c'est vrai que quand je l'ai su, voilà, j'ai été très sereine et ça m'a pas forcément affectée. Et puis ensuite, donc par rapport au traitement, donc quand j'ai commencé les premiers traitements, ça a été très vite.
J'ai été diagnostiquée le 18 septembre. Le 2 octobre, je faisais ma première chimio. Donc ça a été quelque chose qui a été pris en charge très très vite. Et de là, donc c'était une chimio toutes les 3 semaines. Et les premiers effets se sont faits très vite, que ce soit la chimiothérapie que j'ai eue pendant quelques mois, que ce soit donc les opérations et la radiothérapie. La chimiothérapie, pour le coup, en fait, c'est quelque chose qui rend, oui, certainement malade. Donc, chez certaines personnes, les vomissements. Pour le coup, c'est surtout, en fait, en termes de douleur, puisque ça affaiblit énormément. Ce que la plupart des gens ne savent pas ou que les médecins n'ont pas forcément, en fait, dit, c'est qu'il faut continuer une activité physique vraiment très régulière, ne serait-ce que de marcher une demi-heure par jour. Très important, parce que sinon, en fait, on se retrouve à plus savoir marcher du tout. Ce qui m'est arrivé pour le coup, puisque en fait, je faisais 1 kilomètre sur peut-être 45 minutes. Donc ça a été quelque chose d'assez pénible. Et le fait aussi, après, c'était la fatigue, forcément. Donc, mais ça, c'est quelque chose, en fait, après, on prend énormément sur nous. C'est pas toujours facile de se faire une place dans un métier en tant que femme, selon les domaines, parfois. Est-ce que le fait d'avoir eu un cancer du sein, ça a accentué ça ? J'ai été inapte à mon travail, puisque je ne pouvais plus porter, en fait, plus de 5 kilos du côté droit, suite aux opérations. Clairement, à mon ancien travail, ils s'en foutaient carrément de mon cancer. C'était... voilà, bah t'as eu un cancer, en fait, t'es plus bonne à rien. Du coup, en fait, c'est vrai que ça a été compliqué et tu te prends une claque, malgré tout. Mais t'en restes pas là et tu te dis qu'en fait, bah, tu trouveras quelque chose de bien mieux et qui te correspond. Donc, en fait, j'ai été 3 ans, du coup, en arrêt maladie et 1 an au chômage après ça. Sur ces 1 an, en fait, je me suis dit que, franchement, je retrouverais pas de travail. Parce que, bah, qui va prendre quelqu'un qui a un cancer, qui a eu un cancer? Parce que c'est un risque, en fait, que ça revienne, forcément. Qui va prendre ce risque-là, du coup? Et ça a été très compliqué pour moi, en fait, de trouver un travail et de ne pas dire que j'avais un cancer. Parce qu'on m'avait conseillé de dire que je n'avais pas eu de cancer. Sauf que je ne sais pas mentir. Et à un moment, on m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait, en fait, pendant 3 ans? Bah, j'étais malade. Donc, du coup, j'ai dit, bon, j'arrête ça et je ne mens pas, quoi. Et donc, du coup, 1 an après mon arrêt, j'ai retrouvé, en fait, un travail qui faisait partie du même groupe d'un ancien travail que j'avais déjà eu il y a quelques années. Et je suis tombée, en fait, dans une entreprise très bienveillante, où j'ai parlé totalement librement, en fait. Et où c'était pas du tout tabou, bien au contraire. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai retrouvé mon nouveau travail. Mais c'est quelque chose, voilà, parce que ce sont que des personnes bienveillantes. Et à l'heure d'aujourd'hui, on retrouve pas ça dans toutes les entreprises. C'est même plutôt rare. Oui, parce qu'effectivement, il y a le risque de rechute et ça fait flipper les entreprises, se dire, bah voilà, je vais m'engager et puis en fait, peut-être que dans un mois, elle sera en arrêt maladie, quoi. Totalement, c'est ce qu'on m'a clairement dit. Et j'ai même eu des refus de poste à cause de ça. Ils ne pouvaient pas être assurés que je puisse rester à long terme là-bas chez eux. Donc, du coup, en fait, ils ne voulaient pas prendre de risque, en fait, de me prendre. On va continuer sur justement le regard des autres. Donc là, on a parlé sur le regard directement sur la maladie, mais ça va être aussi le regard sur le physique, parce que forcément, qui dit cancer du sein, qui dit chimio, etc., dit changement. Notamment, je pense à la perte des cheveux, parce que c'est ça qu'on voit le plus. Est-ce que ça a eu aussi un impact sur ton métier? Est-ce que le fait d'être un métier où on te voit, ça pouvait être gênant? J'ai arrêté de travailler quand j'ai appris, en fait, que j'ai eu mon cancer, parce que c'était un cancer à mon âge, j'avais 33 ans, très invasif, donc très dangereux, en fait, où mes chances de survie, en fait, étaient quand même assez minces. Je pense dans le travail, enfin avec mes collègues que j'avais à ce moment-là, et que ce soit même à l'extérieur, les gens vous regardent totalement différemment, et j'arrive même pas à décrire la façon dont ils nous regardent, en fait. Encore aujourd'hui, que ce soit même dans mon travail, le fait d'expliquer que j'ai eu un cancer, c'est toujours avec ce regard, en fait, de pitié, en fait, ou de se dire, voilà, le cancer en soi, c'est pas si grave que ça. Parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ils font tellement de choses pour réussir à guérir de ça, que pour moi, enfin, je le prends pas pour quelque chose de grave. Au moment du cancer, j'avais pris 20 kilos, j'avais énormément gonflé, donc forcément plus les cheveux. Je mettais pas de perruque, donc c'était que le foulard. Mais oui, les gens ont un regard étrange par rapport à nous. Et c'est quelque chose que j'arrive pas encore totalement à décrire. Et c'était
pas forcément quelque chose de plaisant. Du coup, tu as changé de métier, tu t'es reconverti puisque tu ne pouvais donc plus exercer ton métier. C'est un peu une reconversion forcée en quelque sens. Comment ça s'est passé l'aspect reconversion et changement de métier? Alors en fait, au départ, moi je voulais plus du tout travailler dans la vente. Ne plus être au contact en fait des gens, car j'avais eu une très mauvaise expérience pour le coup avec mon ancien métier. Donc en fait, quand je me suis retrouvée forcée en arrêt, j'ai voulu tester en fait plusieurs petits boulots, vraiment pour me passer le temps et me dire non, je suis pas malade en fait, meuf, crois-moi que tu vas bosser. J'ai refait toutes les peintures de la maison, la vente à domicile en fait de bijoux. J'ai fait de la réfection de meubles. J'ai testé aussi donc pet sitting. Ensuite du coup, je savais pas pâtisser, donc du coup en fait, je me suis mis à la pâtisserie. Et après en fait, j'ai arrêté, j'ai trouvé en fait mon travail donc dans le monde du bricolage, donc quelque chose en fait qui me plaisait à la base, mais c'est surtout en fait l'entreprise qui m'a donné envie en fait de retourner en fait dans la vente et au contact des clients. Ah oui, et aussi j'ai oublié un métier, c'est que j'avais commencé esthéticienne. Tu m'as cité plein de métiers que tu as testés pendant ta période de reconversion avant de trouver le métier qui te plaît. Est-ce que t'as pas été tentée plutôt de partir dans les métiers du bien-être? Parce qu'en général, quand on est malade, c'est plutôt vers ces trucs-là qu'on se tourne, tu sais, les médecines un peu alternatives. Est-ce que ça t'a pas tenté du tout? Alors non, ça m'a pas tenté du tout, parce que moi on m'a proposé en fait d'en bénéficier. En fait non, ça ne me tentait pas. Est-ce qu'il y a certains métiers, du coup, qui, au contraire, sont interdits par rapport au fait que tu aies eu un cancer, par exemple, de travailler dans des milieux dangereux? Alors, tout dépend, du coup, en fait, le type de cancer que l'on a eu, mais aussi tout dépend, en fait, le traitement. Moi, j'ai eu la radiothérapie, donc ce qui a affecté, en fait, malgré tout, une partie de mes poumons, qui a affecté, en fait, aussi certains muscles, parce qu'en fait, j'ai eu certains muscles qui ont été brûlés à cause de la radiothérapie. Donc oui, forcément, je pense qu'il y a des métiers auxquels en fait on peut pas s'exposer. Est-ce qu'il y a également des métiers avec des matières dangereuses, par exemple, qui sont dangereuses pour vous? De l'exposition, tu vois, par rapport justement au fait que tu aies, par exemple, un peu moins de capacité pulmonaire ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses pour toi et qui se retrouveraient dans un métier? Non, sincèrement, je pense pas. J'ai développé en fait de l'asthme et des allergies à cause de la radiothérapie. Tout ce qui va être poussière ou quoi, en fait, ça va faire qu'accentuer en fait mes problèmes en fait pulmonaires. Ok, mais donc en dehors de ça, il n'y a aucun métier qui est interdit en gros après avoir eu un cancer? Non, voilà, tout dépend, comme je dis encore une fois, le type de cancer et le type de traitement que l'on a subi. Est-ce que tu as des astuces et conseils à partager pour justement cette recherche de nouveaux métiers quand on a eu un cancer et qu'on doit changer? Oui, moi je pense qu'en fait il faut pas retrouver un métier pour dire de travailler en fait. Il faut vraiment trouver un métier dans lequel en fait on va s'épanouir totalement. Un métier où on aura de la considération pour ce que l'on fait et pas pour ce que l'on a eu en fait. Merci pour ton écoute, j'espère que grâce à ça, le monde de l'orientation est un peu moins nébuleux pour toi. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la chronique, du ciné-métier ou même des news. Si tu veux nous faire une suggestion pour la thématique du prochain podcast, n'hésite pas à nous dire tout ça en commentaire. Abonne-toi, mets-nous une bonne note, mets-nous un pouce et partage au plus grand nombre. Allez, à la prochaine!